Nous voici maintenant réunis pour une table ronde où nous allons chercher les moyens d'améliorer l'accessibilité à la prévoyance. Alors, à mes côtés pour cette table ronde, Serge Brichet. Bonjour Serge. Bonjour. Vous êtes président de la Mutualité Fonction Publique. Exactement. À vos côtés, Pascale Ernst. Pascale, vous êtes avocate en droit de la retraite et de la prévoyance. Bonjour. Bonjour Cécile. Catherine Rouchon. Bonjour Catherine, vous êtes directrice générale de Mutex, une société d'assurance spécialisée en prévoyance et épargne retraite. Bonjour. Et Benoît Serre. Bonjour. Bonjour Benoît. Vous êtes vice-président délégué de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH, les directeurs des ressources humaines. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on commence par l'actualité. Nous avons traversé une crise importante, nous n'en sommes pas sortis. Est-ce que cette crise de la Covid a changé quelque chose dans notre perception de la prévoyance, dans la perception que nous avons des risques lourds? Catherine, peut-être? Moi, je veux bien partager avec vous un regard un peu assureur, qui plus assureur mutualiste. Moi, j'ai remarqué deux choses. La première, c'est qu'on a une autre vision de la Sécu, en fait, depuis cette crise du Covid. Il faut déjà penser que, on a constaté que la Sécu pouvait, sur simple décision administrative, décider d'indemniser des arrêts de travail sans que la personne ne soit ni malade ni accidentée. Ça a été le cas, par exemple, pendant le premier confinement, ou pour les gardes d'enfants, puis après, pour les personnes cas contact ou pour les personnes fragiles, elles étaient indemnisées alors qu'elles n'étaient pas proprement malades. Il faut aussi qu'on se souvienne que depuis octobre 2020, il existe maintenant un congé pour proches aidants qui permet, et on peut s'en féliciter, pour quelqu'un d'être présent auprès d'une personne, un enfant, un ascendant, qui a besoin de présence. Là aussi, la Sécu le prend en charge, alors qu'il n'y a pas, la personne indemnisée n'est pas malade. Et donc, on a une vision de la Sécu, j'allais dire, beaucoup plus universaliste, beaucoup plus large et plus prévoyante. Large, voilà, plus prévoyante. Je pense qu'on a pu l'apprécier. Et au-delà, j'allais dire, du seul aspect financier. Voilà. Et puis la deuxième chose qui a changé, c'est pour nous assureurs, on avait cette crainte de la pandémie. Mais quand on discutait de la pandémie, ça fait des années qu'on se demande une pandémie, on parlait essentiellement du risque décès. Alors c'est vrai que le risque décès, eh bien là, on le voit, à peu près 2,7 millions de décès dans le monde, 92 000 en France, donc c'est bien réel. Mais en même temps, on voit aussi une explosion des arrêts de travail. Donc on voit bien que pandémie ne rime pas seulement avec décès, augmentation du risque décès, mais aussi augmentation du risque arrêt de travail. Alors bien sûr, les arrêts de travail liés au Covid, et vous avez vu qu'on parle maintenant de Covid long. Donc ça veut dire des personnes qui vont être empêchées de travailler pendant de longues semaines. Bien sûr, on a eu moins d'arrêts de travail, grippe, gastro, tout ça, on n'a pas entendu parler. Mais il y a eu le Covid. Il y a eu tous les arrêts de travail dont on a parlé tout à l'heure, qui étaient plutôt des arrêts de travail de prévention, j'allais dire. Et puis, l'explosion quand même, ça je pense que vous allez peut-être nous le confirmer, des risques psychiques. Et là, ça continue à être en augmentation. On voit de plus en plus d'arrêts de travail. Sans parler de ce qui nous attend peut-être avec les reports de soins, puisqu'en 2020, on s'est moins bien soigné, ce qui probablement veut dire que les choses vont un petit peu s'aggraver, les états de santé vont un peu s'aggraver en 2021. Donc voilà, la pandémie, c'est du décès, mais c'est aussi arrêt de travail. Il faut qu'on s'en souvienne pour anticiper et mieux se préparer. Pascale Ernst, avec un regard peut-être juridique, qu'est-ce que ça a changé? Alors, je rebondis sur ce que dit Catherine. Effectivement, on voit que la protection sociale et les outils de la sécurité sociale ont été mobilisés très très vite sur le plan juridique par le gouvernement. Et finalement, on avait des dispositifs qui étaient tout prêts et ils se sont emparés. Alors, on pourrait considérer que c'est une sortie de route, entre guillemets. Vous voyez, même sur le plan juridique, ça pose quand même question. On a eu toute la technique des ordonnances, des décrets, ordonnances ratifiées, pas ratifiées. Enfin, il y a beaucoup de sujets juridiques. Mais au-delà de ces sujets juridiques, ce qui est intéressant de voir, c'est que on voit que la protection
protection sociale a joué son rôle d'amortisseur dans la crise. Et au lieu de voir ça comme une sortie de route, on peut y voir finalement, et c'est tout à fait en lien avec notre débat aujourd'hui, le signal de ce que ces dispositifs ont peut-être vocation à couvrir de manière plus universelle un certain nombre de situations qui n'avaient pas été prévues au départ. Donc pour moi, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Alors après, sur le plan de la technique juridique, comment on fait ? Bon, bien sûr, ça pose des questions, mais je ne vais pas rentrer là-dedans pour l'instant. Après, également, dans ce qui a été mobilisé, et on en parle moins, c'est les mécanismes de portabilité. Vous savez qu'un salarié qui a été, dont le contrat de travail est rompu dans des conditions qui ouvrent droit à l'indemnisation de l'assurance chômage, a le droit d'être maintenu dans les garanties du contrat d'assurance de son ancien employeur en frais de santé et en prévoyance pendant 1 an. Et gratuitement. Donc en fait, c'est préfinancé dans les contrats d'assurance. Aujourd'hui, on a une crise économique, on voit les plans sociaux se multiplier et donc les garanties de portabilité sont extrêmement sollicitées, ce qui pose des problèmes de financement. Donc là, il va falloir se pencher là-dessus. Alors pour l'instant, les assureurs jouent leur rôle, mais là aussi, je veux dire, on voit qu'il se passe quelque chose qu'on n'avait pas prévu, c'est-à-dire une utilisation de la portabilité à des niveaux qu'on n'avait pas estimés au départ. Alors, on peut voir ça de manière inquiétante sur le plan financier, mais on peut aussi se féliciter de l'existence de ces dispositifs et se dire que finalement, le cadre juridique est prêt et donc on peut aussi mobiliser cet outil-là par rapport à la crise que nous vivons. Donc, moi, je considère que cette crise, elle a mis en lumière des dispositifs qui étaient préexistants et qui finalement ont joué leur rôle d'amortisseur de crise et qui sont aussi des outils de négociation dans les entreprises et même au niveau national, parce qu'il ne faut pas oublier que la portabilité, à l'origine, c'était un dispositif créé par les partenaires sociaux dans le cadre d'un accord national interprofessionnel et qui avait été accordé, entre guillemets, dans les discussions de la création de la rupture conventionnelle. D'accord ? Donc on était dans ce modèle social où on obtient une flexibilité supplémentaire pour les employeurs avec la rupture conventionnelle, qui est moins contraignante que la procédure de licenciement. Et en contrepartie, on a cherché les contreparties et on a utilisé la protection sociale de l'entreprise par le biais de la portabilité. Voilà. Donc là, si vous voulez, quand on voit ces deux aspects, on se dit aujourd'hui, dans cette crise qu'on vit, on voit de nouveau la protection sociale mobilisée comme un amortisseur de la crise et ça ouvre beaucoup de perspectives de mon point de vue. Après, le grand débat, c'est le financement. Mais on aura l'occasion d'en parler parce qu'on a deux logiques en France entre la logique professionnelle et la logique de solidarité, mais voilà, je pense qu'on va continuer le tour de table. On y reviendra en détail. Serge Brichet, peut-être une réaction aussi, vous, dans le monde de la fonction publique. Est-ce que le Covid a changé la donne ? Alors déjà, je m'inscris dans les remarques précédentes. Peut-être rajouter aussi le développement de la téléconsultation, qui a été un événement et y a largement contribué. Alors dans la sphère de la fonction publique, il y a pour moi 2 événements qui sont à noter. D'abord, le débat autour de la prise en charge du jour de carence qui a ressurgi. Alors, prise en charge pertinente ou impertinente, ça c'est un vrai sujet, mais il a été d'actualité pendant cette période. Et puis un deuxième phénomène, c'est de façon beaucoup plus significative, les problématiques de santé et de bien-être au travail ont été posées auprès des agents publics, auprès des employeurs publics. Et une enquête récente de la Mutualité Fonction Publique montre que cette prise en charge de la santé et du bien-être au travail a explosé, j'allais dire, dans l'attente des agents publics. Donc, et ça, c'est éminemment lié à la crise Covid, puisque l'approche des employeurs publics a été particulièrement importante dans la protection de leurs agents, et ça a révélé tous ces mécanismes et ces phénomènes. Benoît Serre, dans les entreprises, alors est-ce qu'il y a le même effet et qu'est-ce que vous avez constaté ? Il y a eu plusieurs éléments. Il y a un point commun avec la fonction publique, c'est que le sujet de l'hygiène, de la santé, de la protection des collaborateurs est revenu devant. Parce que vous savez, dans la réalité d'une entreprise, vos contrats de prévoyance, c'est des systèmes qui sont organisés, donc en fait, vous en parlez assez peu en réalité. Et là, tout d'un coup, on a vu réapparaître. Alors évidemment, le pendant positif, c'est que le sujet de la protection présente et future des collaborateurs est revenu sur le devant de la scène, et ça, c'est très bien, avec des nouvelles dimensions, d'ailleurs, en fait. Parce qu'on travaillait beaucoup sur les conditions de travail, assez peu, en fait, sur la santé et l'hygiène, en réalité. C'est-à-dire que la prévoyance ne servait qu'à traiter un sujet dont on ne s'était pas emparé. Alors que je crois, et beaucoup d'entreprises ont commencé à travailler dans ce sens-là, que vous allez voir apparaître une logique de prévention, en réalité. Parce qu'il y a quelques entreprises qui travaillent déjà comme ça, qui travaillent à la prévention, non pas pour empêcher la prévoyance, mais au contraire pour limiter, et ça résout une partie des problèmes de financement. Donc ça, c'est sans doute un sujet qui est apparu. Après, il y a un deuxième sujet, et là, qui est beaucoup plus préoccupant pour l'avenir, parce que vous évoquez à juste titre la logique universaliste,
il s'avère que jamais les inégalités n'ont été aussi profondes à l'occasion de cette crise dans les entreprises. Si vous vous souvenez, au premier confinement, vous avez eu beaucoup de grandes entreprises qui en ont les moyens, qui ont compensé ce que le système public ne faisait plus. Vous avez des entreprises qui ont annoncé la garantie de 100% du salaire, par exemple, pour le chômage partiel, qui était couvert qu'à 85%. Et donc, le sujet qui va se poser demain, évidemment, le groupe BIV en est un acteur majeur, c'est comment je fais en sorte que ces évolutions sur la prévoyance ne viennent pas recreuser encore l'écart qu'il y a entre salariés d'une grande boîte, salariés d'une petite, et puis après, il faut penser à tous ceux qui ne sont pas dans le régime, les CDD, les temps partiels, etc. Parce que cette inégalité-là, de l'avenir, en fait, c'est l'inégalité de la protection de mon avenir, elle est apparue avec cette crise. Et le dernier point, c'est que je pense que le sujet va réapparaître, puisque cette crise, elle a une particularité, en fait. C'est que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez bien protégé ou mal protégé, vous pouviez atteindre de la même manière. C'est la grande différence avec les crises précédentes. Et par conséquent, le caractère universaliste, il est évident, mais il faut ouvrir les yeux. Le système que nous avons aujourd'hui n'a pu compenser ces inégalités que par une intervention de l'État qui n'en a clairement plus les moyens. Et par conséquent, combien de temps ça va durer? Là, comme vous l'avez dit, on est dans la crise, donc ça va. Mais quand on va en sortir, quand on va débrancher les systèmes d'aide économique, on débranchera aussi les systèmes d'aide sociale. Et c'est là où la question va se poser. Alors justement, vous avez évoqué les personnes qui étaient couvertes, pas couvertes dans l'entreprise. Si on élargit un petit peu, peut-être pour revenir sur la fonction publique, qui sont les... est-ce que vous avez identifié clairement au sein de la fonction publique des catégories qui étaient mal ou pas couvertes? Peut-être qu'on peut rappeler, et ça peut paraître curieux, mais que l'employeur public est véritablement très peu disant en matière de protection et en matière de prévoyance vis-à-vis de ses salariés, en tout cas des agents publics. Et j'allais dire, ce sont les acteurs complémentaires, les mutuelles complémentaires, qui viennent pallier ce manque et cette insuffisance du statut, si je peux me permettre cette expression. Et un chiffre, moi, que je veux citer, c'est qu'aujourd'hui, sur un risque aussi important, et aujourd'hui et pour l'avenir, qu'est la dépendance, la prise en charge de la perte d'autonomie, eh bien, les mutuelles complémentaires de la fonction publique, aujourd'hui, protège près de 3,5 millions de personnes sur ce risque-là, ce qui est quand même une proportion éminemment importante par rapport à la population française qui est protégée sur ce risque, qui doit être environ de 10 à 12 millions de personnes. Donc on voit bien que l'insuffisance de l'acteur public, de l'employeur public, a obligé les acteurs complémentaires à s'intéresser à la prise en charge des risques en matière de prévoyance. Et donc, on peut estimer qu'aujourd'hui, globalement, si les agents publics sont protégés par une mutuelle complémentaire, eh bien que cette prise en charge de la prévoyance est plutôt significative et plutôt globale, que ce soit sur le risque de l'incapacité, du handicap, de l'invalidité et de la perte d'autonomie. Donc, c'est au final, pour les agents publics, plutôt une couverture bien prise en charge, mais pas spécialement par l'employeur public. Catherine, il y a des catégories que vous avez identifiées comme n'étant pas protégées? Alors, déjà, je m'inscris dans la disparité, contrairement à la santé. Il faut avoir en regard ce matin la santé et la prévoyance, puisque ça fait quand même maintenant des années, en tout cas depuis 2016 avec l'ANI, où on a une universalité de la couverture santé, à peu près tout le monde est protégé. C'est pas le cas en prévoyance. Alors je vais un peu compléter ce qu'a dit François-Xavier tout à l'heure. On dit qu'il y a encore 15%, on mesure qu'il y a encore 15% quand même de salariés qui n'ont pas de prévoyance. Salariés du privé. C'est soit des salariés dans des petites entreprises qui ne peuvent pas se payer des garanties prévoyance, soit aussi à l'intérieur d'entreprises des salariés plutôt moins qualifiés. Ensuite, il y a toute la catégorie des travailleurs non salariés, dont on mesure que, ne serait-ce malgré les incitations fiscales qui existent, il y a à peu près 1 sur 2 seulement qui est protégé, parce que là, il y a un côté, je suis persuadée que moi, en tant qu'indépendant, je viendrai au travail quoi qu'il arrive. Dans les faits, c'est pas toujours vrai. Et puis ensuite, il y a toute la partie des travailleurs précaires et moins précaires, mais quand même peu couverts en prévoyance, c'est les auto-entrepreneurs, toutes ces nouvelles façons de travailler qui sont très très peu couvertes. Oui, on pense aux cyclistes qui vont venir livrer, qui sont à la fois auto-entrepreneurs, indépendants et qui prennent des risques en plus. Et qui prennent des risques, absolument.
Dans les explications, on en a évoqué déjà certaines tout à l'heure, dans les explications sur le retard de la prévoyance en France, je crois que vous aviez fait une étude il y a quelques années sur les préjugés. Alors peut-être dites-nous deux mots sur cette étude et sur les préjugés que ça a mis en évidence. Il y a quelques mois, d'abord, on a voulu savoir comment parler de la prévoyance sur le net. Et donc, on a commencé l'enquête comme ça. Et la première des choses, c'est qu'on en parle très peu. Et quand on en parle, ça s'apparente plutôt un peu à bouillie de chat, parce que les termes sont vraiment imprécis, tout le monde dit mais n'importe quoi. Voir la cour des miracles, quand ça commence comme ça peut faire sur le net. Mais on en parle très peu. Et donc, du coup, on a enchaîné en disant, bon, on ne peut pas savoir finalement ce qui se dit sur Net en prévoyance parce qu'il ne se dit rien, mais on va faire travailler sur un blog, on appelle ça des blogs participatifs, une trentaine de volontaires et de concitoyens comme vous et moi, qui ont consacré quelques heures par jour à travailler sur la prévoyance. D'abord sur les perceptions, et puis ensuite à partir des préjugés. Donc déjà, ils ont déjà exprimé leurs préjugés. Donc pour être rapide, on va dire qu'en la prévoyance, c'est quand même un tabou, parce que on n'aime pas parler, on n'aime pas évoquer les sujets qui font peur. Et il y a un côté latin, peut-être chez nous, qui est qu'on a même peur que ça porte la poisse. Et pour donner une anecdote, les conseillers mutualistes qui sont les plus accompagnants, sont ceux qui, en fait, dans leur vie passés ont connu de près ou de loin des parcours de vie chaotiques qui font qu'ils sont capables d'illustrer concrètement ce que les contrats prévoyance peuvent apporter. Et donc, illustrer sans dramatiser, ça c'est la source pour pouvoir effectivement parler de ce qui fâche. Je dirais même que l'autre solution, c'est un peu de se libérer le mental, un peu. Il y a une autre charge mentale qui est celle de se faire du souci pour sa famille et puis de faire l'autruche. Et l'idée, c'est de dire, y penser une bonne fois pour après plus y penser. Donc ça, c'est le premier sujet. C'est tout d'ailleurs le travail qu'on fait ce matin, d'en parler pour ensuite libérer l'esprit. Alors, sur les préjugés, ça ne me concerne pas. La prévoyance, ça ne me concerne pas. Ça, c'est le premier préjugé. Je n'aurai pas de problème. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, la prévoyance, c'est le décès, ça. Mais moi, je suis beaucoup trop jeune. Enfin, là, je raconte, c'est pas moi qui parle. Je suis beaucoup trop jeune, ça ne me concerne pas. Mais en fait, non, la prévoyance, c'est bien autre chose que le décès. C'est l'invalidité. Et pour les jeunes, surtout avec les modes de vie des jeunes, il y a effectivement des risques de la vie qui font qu'il serait mieux qu'ils soient couverts, ou en tout cas qu'ils s'en préoccupent. Le deuxième, ça ne me concerne pas, c'est beaucoup trop cher, moi, j'ai pas les moyens. Et là, effectivement, il y a peut-être un besoin de transparence, une méconnaissance des coûts, et puis un besoin d'accompagnement. Ça, on le sent. Dites-moi, pour le budget que j'ai, alors qui change, je viens de monter mon activité, j'ai un budget qui est réduit, qu'est-ce qui vaut mieux que je me couvre? Pourquoi? Pour les lunettes, en cas de... Ils ont besoin d'accompagnement. Et le troisième, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas parce que moi, je suis déjà couvert. Je suis déjà couvert par la Sécu. Oui, c'est vrai, la Sécu nous couvre un peu, mais partiellement et pas longtemps, par mon employeur. Oui, c'est vrai, il y a la mensualisation pendant un petit peu de temps. Non, moi je suis couvert par ma mutuelle. Là, il y a le mélange entre la mutuelle, effectivement, santé. Puis moi, je suis couvert parce que je suis fonctionnaire. Ça, vous l'avez bien expliqué. Donc moi, je suis garanti pour tout. Mais non, on n'est pas. Donc cette méconnaissance, effectivement, on est un peu couvert, mais pas tout le monde et pas tout le temps. Voilà. Donc, ça a été à la suite de cette enquête, en fait, qu'on a pensé à poursuivre en disant, nous, on a une mission qui est de sensibiliser au miroir, en fait, aux conséquences de ces préjugés. Conséquences de ces préjugés, on ne souscrit pas de contrat. Et donc, l'observatoire de l'imprévoyance, qu'est-ce que ça a comme impact financier, en fait? Benoît Serge, vous vouliez réagir sur les préjugés? C'est des choses que vous avez vues en entreprise? Alors, en fait, en entreprise, déjà, les gens vous posent assez peu la question, même si on voit apparaître de plus en plus cette question des entretiens de recrutement. Les gens commencent à regarder comment on est protégé, qu'est-ce qui se passe, mes enfants, etc. Donc, on voit que le sujet est en train de préoccuper les gens. Et la meilleure preuve que j'y vois, et c'est assez intéressant, parce que je pense qu'il y a un sujet, je parle devant des spécialistes, je pense qu'il y a un sujet de confiance. Regardez ce qui s'est passé pendant le confinement. Les Français ont épargné 55 milliards d'euros. Et quand vous étudiez, vous leur demandez, parce qu'il s'avère qu'on a fait une sorte d'enquête en disant, vous les avez vues ces enquêtes, pourquoi vous l'avez fait en cas de coup dur? C'est-à-dire qu'aucun
ne s'est dit « Je ne dois pas prendre en charge, moi tout seul, le cas de coup dur, de toute façon, la solidarité ne jouera pas. À la fin de l'histoire, elle ne jouera pas. » Donc il y a un sujet de confiance, et comme vous l'avez dit sans doute, ça ne me concerne pas, mais je vais me débrouiller par moi-même. Il y a une sorte d'individualisation du système. Parce qu'il y a eu trop de cas, et vous voyez un petit peu les effets, où on n'est pas pris en charge, on est mal pris en charge, on ne comprend rien. En plus, il faut reconnaître, et je jette la pierre à personne, et je suis certain que groupe Vif, c'est très bien, on ne comprend rien. C'est-à-dire, quand vous récupérez votre truc, vous vous dites déjà, alors là, entre les 150 pour... Non, mais c'est la réalité. Bien sûr, c'est François-Xavier disait tout à l'heure. Ouais, sincèrement, moi, je vous parle de... Enfin, comme DRH, des gens, quand vous leur expliquez les choses, ils disent, mais attends, mais finalement, en fait, mes lunettes, elles me coûtent combien à la fin de l'histoire? Et moi, ça, je peux pas. Parce que ce que vous évoquez sur le fait que les gens qui ne vont pas chercher de la prévoyance parce que c'est trop cher, je pense qu'il y a un deuxième étage qui est beaucoup plus grave. C'est des gens qui ne se soignent pas parce qu'ils sont mal remboursés ou ils pensent l'être. Et ils disent, moi, j'ai pas le moyen de le faire. Ça, c'est la solution, c'est la situation, de mon point de vue, la plus grave. Et on sait que, vous l'avez très bien dit, la sécurité sociale ne couvre pas suffisamment. Les mutuelles le font, il y a une confusion générale de tout ça. Et pour les entreprises, c'est un vrai sujet, parce que d'abord, c'est un sujet de solidarité ou de responsabilité d'entreprise. On parle beaucoup de la RSE, mais enfin, on parle du S de la RSE. Ça nous change. Et le deuxième sujet, c'est qu'aussi, quand vous êtes dans une entreprise, vous savez que c'est une manière de protéger votre activité, parce que vous avez évoqué les arrêts de travail, quand vous avez des situations de gens qui partent en arrêt maladie de manière imprévue, bien évidemment, c'est là où vous avez... Donc le sujet de la prévention dont je parlais tout à l'heure réapparaît, et surtout, il faut rassurer les gens. Mais ce qui m'a frappé, c'est cette épargne de précaution que les Français ont fait par défaut de confiance dans les systèmes qui les protègent. Ça, c'est très interrogeant, en fait. Très interrogeant. Alors, vous dites que c'est pas toujours clair, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai envie d'élargir. L'État aussi, dans sa politique, n'est pas toujours clair. Alors, Pascal, si vous nous faites peut-être un petit résumé voilà, des engagements de l'État ou des volontés de l'État, on se rend compte que le message de l'État sur la prévoyance n'a pas toujours été très lisible. Alors oui, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les clauses des contrats d'assurance, parce que quelquefois on voit des choses quand même... Le médiateur l'a évoqué aussi. Voilà. Il y a le médiateur, il y a le défenseur des droits, bon, il y a beaucoup de remontées sur ces sujets. Le débat, de manière large, pour moi, on a deux logiques en France. On a la logique professionnelle, et même dans les régimes de sécurité sociale, encore aujourd'hui, pour la maladie, l'indemnisation de l'arrêt de travail, la logique c'est... Je suis travailleur, indépendant ou salarié, je cotise, et donc si je suis malade, j'ai des prestations de revenus de remplacement. D'accord ? Et puis l'autre logique, c'est la logique de solidarité. C'est-à-dire qu'on accorde par la loi des droits qui sont totalement indépendants de l'activité professionnelle. Et un exemple récent de cela, c'est la mise en place de la protection universelle maladie, la PUMA, depuis 2016. Toute personne qui réside en France depuis plus de 3 mois a le droit à l'assurance maladie complètement décorrélée de son activité professionnelle. Donc là, on est sur une logique universelle. Et depuis 1996, on voit monter les systèmes de financement qui ont des sources autres que les cotisations assises sur les revenus d'activité, et c'est notamment la création de la CSG, de la CRDS, et puis on voit tous ces prélèvements sociaux qui s'ajoutent, la contribution de solidarité autonomie, le prélèvement social de 2%, etc. Donc, une fois qu'on a compris ça, une partie des trous dans la raquette viennent du fait que sur la maladie, on est encore l'indemnisation des arrêts de travail, je ne parle pas des frais de santé, on est encore sur la logique professionnelle. Donc, si vous êtes malade et que vous n'aviez pas d'activité professionnelle, vous n'avez pas de revenus. Exemple, les étudiants. Un étudiant qui va être gravement malade, il va avoir la Sécu, étudiante pour ses frais de santé, éventuellement sa mutuelle étudiante, mais il va être à la charge de sa famille pour le restant de ses jours. Donc ça, c'est un énorme défaut du système. Enfin, je veux dire, quelque part, là, on a vraiment un exemple. Donc ça, c'est la première chose. Il faut bien comprendre ce débat, parce que chaque fois qu'on va parler d'améliorer la prévoyance, de financer la dépendance, etc., la question, c'est dans quelle logique on se met. Est-ce qu'on se met dans la logique professionnelle de cotisation, avec l'intérêt qu'on peut rendre ça obligatoire, ou est-ce qu'on se met dans la logique de solidarité, d'accord ? L'autre ambiguïté, c'est que l'État, et on le voit bien sur les frais de santé, et ça pourrait devenir le cas aussi en prévoyance, c'est qu'on a, en France, il est devenu impossible de toucher à ça. Ce sont des avantages.
Or, en réalité, ce qui est engagé depuis un certain temps, c'est un vrai désengagement de l'État, notamment sur les frais de santé. Mais comme on ne peut pas le dire, eh bien, on a recours à des systèmes qui sont quand même relativement compliqués et qui je veux dire, notamment le contrat responsable, 100% santé, etc. C'est quand même... Et donc, en fait, on est dans un double mouvement qui est qu'il y a un désengagement financier de l'État, mais il essaye de mettre en place des garanties minimum. D'accord ? Et je pense qu'il y a besoin d'un discours de vérité. Simplement, je crois que sur le plan politique, il n'est juste pas audible. Voilà. Donc, on a une énorme ambiguïté en France là-dessus. Peut-être que, à l'occasion de la crise, on pourrait remettre à plat tous ces financements et commencer à vraiment discuter de où est-ce qu'on met l'argent. Parce que peut-être que c'est beaucoup plus important d'être couvert pour l'accident grave, y compris quand on est étudiant, que de pouvoir se faire rembourser ses lunettes ou ses soins dentaires. Donc là, il y a un vrai débat à avoir peut-être. Si on raisonne à coup constant. Serge Boucher, une réaction sur ce rôle de l'État ? L'idéal, pour prolonger ce que dit Pascal, l'idéal, ce serait qu'on soit en capacité collectivement de prendre en charge tous les aléas sur une vie, du berceau au tombeau, pour utiliser cette expression. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que des initiatives publiques existent, des initiatives privées existent, si on se limite au domaine de la prévoyance, mais on manque véritablement de coordination. Imaginez le parcours de quelqu'un qui est confronté à la dépendance d'un proche, quel est déjà pour saisir l'organisme idoine, quel est le guichet qui doit aller solliciter, ou la personne qui doit aller solliciter. Donc déjà, on mettrait en place par exemple un guichet unique autour de toutes ces problématiques. Je pense qu'on gagnerait particulièrement en connaissance, en information. Catherine parlait de la méconnaissance. Et puis le sujet de la prévoyance, Catherine évoquait aussi, c'est qu'on touche à la fois à l'ultime et à l'intime. Et ça, c'est des notions qui effraient, évidemment. Alors le décès, évidemment, on sait bien que c'est le seul risque qui va concerner tout le monde, mais la dépendance, moi j'insiste sur ce risque-là, qui est un risque qui va croître dans l'avenir, eh bien on voit bien que c'est des risques dont on considère que c'est pour les autres, c'est trop lointain, et on ne s'est jamais véritablement collectivement organisé. Il faut observer d'ailleurs le caractère un peu erratique des pouvoirs publics, qui ont toujours promis une loi sur ces risques-là. Alors, on a des évolutions législatives, mais je vois que le calendrier est encore un petit peu décalé. Mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui des choses qui sont faites, mais qu'il y a une absence de coordination et qu'il y a surtout une sorte de marasme dans l'appréhension de ces sujets qui fait que le citoyen, l'assuré social lambda, il est un petit peu perdu. Et quand on est dans cette dimension-là où la vie des gens est en jeu, eh bien, on comprend qu'on a besoin que les citoyens soient sécurisés, encadrés, orientés et bien pris en charge. Et l'État, au sens large du terme, a une responsabilité majeure en ce domaine. Alors, quelles sont les pistes pour améliorer ? Vous en avez déjà évoqué certaines. Je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'il faut aller vers un caractère obligatoire de cette prévoyance ? Alors là-dessus, si vous voulez, sur le caractère obligatoire de la prévoyance, c'est vrai que les partenaires sociaux, et je repensais au débat sur grandes entreprises, petites entreprises, les partenaires sociaux, c'est eux qui ont initié un certain nombre de choses de manière historique, avec le 1,50% de la tranche A affectée à la prévoyance des cadres, les maintiens de salaire, la portabilité. Et c'est vrai qu'au niveau des branches professionnelles, on a le moyen d'introduire des garanties minimums qui vont quand même assurer un socle minimum. Après, l'État, lui, a la possibilité, par le biais des incitations fiscales et sociales, de rendre les régimes obligatoires. C'est peut-être ça qui va se passer sur les fonctionnaires, d'accord ? Mais là, on est par le biais des incitations fiscales et sociales. Vous voyez, c'est quand même... on ne dit pas c'est obligatoire pour tout le monde. On dit aux employeurs, publics et privés, si vous financez, je vous donne des exonérations, d'accord ? Bon, c'est peut-être pas suffisant pour réduire toutes ces inégalités. Non, il y a un point là-dessus qu'il faut relier les deux, ce que vous avez évoqué, dire qu'on constate de toute façon depuis une vingtaine d'années un désengagement de l'État régulier sur tout un tas de missions qui étaient les siennes de manière historique. Et qu'est-ce qu'il fait ? Comme il ne peut pas politiquement assumer le fait qu'il ne s'en occupe plus, il les refile aux entreprises en leur disant... Et aux assureurs. Maintenant, et aux assureurs, enfin les entreprises, c'est tout l'écosystème économique privé, on va dire, ou semi-privé, en disant les missions qui sont les miennes, je vous les donne, vous les financez, mais par contre, je continue à me faire financer, moi, des missions que je n'exerce plus. Donc il y a un moment où on ne comprend pas, parce que vous avez très bien évoqué la CSG, la CRD, ces trucs-là. Les gens disent, en fait, je passe mon temps... Enfin, c'est le système du bulletin de paye, en fait, où je passe mon temps à payer des trucs, et en fait, il faut que je continue à payer des choses pour avoir une protection que j'avais avant, mais que je n'ai plus,
Mais en revanche, ça me coûte de plus en plus cher et je n'ai pas le sentiment d'être mieux protégé qu'avant. Donc le sujet, il est là quand même. Et il y a un moment où je trouve, parce que c'est ce qu'on entend en fait dans les boîtes, vous allez avoir une limite, que quand on préparait cette émission, Cécile, j'évoquais le fait que les gens constatent un écart brut net qui ne cesse de progresser, sans percevoir l'avantage que ça leur procure, ne serait-ce qu'un avantage aléatoire ou moyen terme ou long terme de protection de prévoyance, puisqu'on parle de ce sujet-là. Et que ça, il y a un moment, il va falloir repenser le système. Et votre définition est très juste. Le politique n'assume pas le fait qu'il n'est plus en situation d'assurer à hauteur d'eux. Et par conséquent, il fait croire. Mais en fait, pas du tout, il ne fait pas croire. Il transfère la charge. Et cette charge, à un moment, elle se retrouve soit dans les tarifs des mutuelles, soit elle se trouve... regardez le débat qui va s'ouvrir dans quelques jours sur les tarifs des mutuelles. Le ministre de l'économie il va convoquer tout le monde, etc. Mais il y a une réalité économique derrière tout ça, puisque ce n'est plus le phénomène de solidarité qui finance, c'est la réalité économique qui finance. Donc il y a un moment où les gens vont stopper, et puis ça va creuser encore l'écart petite-grande, bien évidemment. Donc je pense que c'est un sujet où on ne peut pas se contenter de retraiter le sujet du financement. Comme vous l'avez dit, il faut reposer le système, puisque le système, on essaie de sauver un système qui est tellement bancal qu'il ne fonctionne plus en réalité, fondamentalement. Et du coup, les mutuelles et les autres prennent le relais et essayent de créer un rééquilibre, de rééquilibrer. Mais finalement, dès que vous avez un coup dur comme celui qu'on vit aujourd'hui, tout se redéséquilibre d'un coup. Donc c'est pas des équilibres durables, parce qu'on parle, en termes d'imprévoyance, de durée, vous savez. Donc c'est le sujet du long terme à traiter, c'est pas le sujet du court terme. Moi, je suis un tout petit peu plus optimiste que vous, quand même. Tant mieux, alors. Tant mieux. Dès lors que les juristes sont optimistes, alors c'est une bonne nouvelle. Non, parce que si vous voulez, je pense que dans ce débat, ce que vous dites est juste, mais en fait, on n'a pas une vision claire de tout ce qui est financé. Alors, en réalité, on est quand même un pays qui donne énormément. Donc, il y a un problème de perception, il y a un problème de clarté du discours, et puis il y a un problème de poser les grands équilibres. Et je crois que là, s'il devait y avoir un débat à l'issue de cette crise, c'est quoi les grands équilibres de ces régimes, les masses? On a la loi de financement de sécurité sociale tous les ans qui pose à plat les dépenses et les recettes avec un débat devant le Parlement. Et ce qui est très important sur la dépendance, c'est qu'on a création d'une 5e branche de sécurité sociale. Et là, les textes sont parus. Donc, toute l'architecture a été revue pour que ça devienne une 5e branche de sécurité sociale avec une caisse qui devient une caisse de sécurité sociale. Et ça veut donc dire que toutes les dépenses de la dépendance et ses recettes vont être discutées annuellement par le Parlement. Donc, si vous voulez, cette architecture-là, elle est en place. Ça, c'est un grand changement pour vous. C'est un grand changement, oui, parce qu'on va avoir des chiffres et surtout, la dépendance a été définie par les textes qui ont été votés là, depuis l'été dernier comme couvrant la question du grand âge, mais également du handicap. Et avec une articulation avec tout un tas de politiques publiques qui aujourd'hui sont complètement dispersées, mais qui vont être consolidées là-dedans, c'est-à-dire toutes les aides aux aidants, le soutien aux aidants, la politique du logement, parce que dans l'autonomie, le logement est une vraie question, notamment pour les personnes handicapées. Donc vous voyez, il y a une espèce de maillage du sujet qui a été fait. Et alors, évidemment, ça donne rien pour l'instant, parce qu'on n'a pas la fameuse prestation de base dépendance qu'on voudrait tous. Ça, c'est pour la loi future qui est encore décalée. Mais quand même, il y a un très gros travail qui a été fait. Voilà, donc après, si vous voulez, je crois que la vraie question, c'est quel est le coût réel d'une prévoyance? Et je crois que s'il y avait une chose à faire au niveau, je dirais, information du public, c'est vraiment mettre les chiffres. C'est-à-dire, si vous êtes jeune, combien ça coûte de prendre une garantie accident de la vie? Quand, vous voyez, en tant que père de famille ou mère de famille, vous avez 3-4 personnes, c'est quoi les chiffres? Combien ça coûte? Et comment je peux le financer? Je pense que personne aujourd'hui ne sait quel est le coût d'une garantie prévoyance. Il y a un problème de communication là-dessus. Et pourtant, c'est pas très difficile, en fait, de communiquer là-dessus. Voilà, pardon. Serge Poissy, une réaction peut-être à la fois sur ce coût et ce que ça implique. Est-ce que c'est le même coût pour tout le monde ou que ça doit être un coût différencié? Alors, je ne voudrais pas mettre en exergue trop les agents publics et les mutuelles qui les protègent, mais néanmoins, ce coût de la prévoyance, nous, on l'a identifié dans les mutuelles de fonctionnaires, puisqu'on a rendu obligatoire la couverture prévoyance en inclusion d'un contrat santé. Et donc, on sait très bien aujourd'hui ce que coûte d'être protégé contre l'invalidité, le handicap, la dépendance, la perte de traitement. Et on sait que c'est, par exemple, pour la plupart des agents publics qui sont couverts par des mutuelles de fonctionnaires, c'est une dizaine d'euros par mois. Pourquoi? Parce que le risque, il est mutualisé. Il est mutualisé à l'ensemble de la population. Dès qu'on entre dans la fonction publique, qu'on adhère à une mutuelle complémentaire, eh bien, on est couvert sur l'ensemble de ces risques. Et Catherine disait qu'ils sont nombreux, variés. On est couvert sur l'ensemble de ces risques. Et comme le coût est mutualisé, évidemment, la tarification est complètement acceptable. Alors après, le niveau des garanties doit se discuter, se compléter, s'enrichir.
Mais on voit bien que c'est possible. Et à la question que vous posiez, est-ce qu'on doit rendre la couverture prévoyance obligatoire? J'ai envie de vous dire oui. Et peut-être un passage pour le faire, c'est de coupler obligatoirement la couverture prévoyance à une couverture complémentaire santé. Aujourd'hui, 95% des citoyens de ce pays ont une complémentaire santé. Mais couplons-y des garanties de dépendance. Je ne suis pas sûr que ce soit le chemin que prend l'État, d'ailleurs. Cette idée qui a été proposée par le mouvement mutualiste en général n'a pas reçu véritablement une grande audience. Catherine, je vous vois opiner, mais quelle réaction? Vous êtes d'accord? Je pense que nous, on appelle de nos souhaits le fait qu'en prévoyance, si vous voulez, il y ait le même côté généralisé qu'en santé. Et ça ne veut pas dire que tout doit être rendu... géré par l'État, mais qui est une concurrence, mais sur la base, effectivement, soit peut-être d'un socle généralisé, obligatoire pour tout le monde, mais ensuite avec une concurrence pour qu'effectivement il y ait de l'émulation entre les intervenants, y compris privés, pour qu'il y ait de l'innovation, de l'accompagnement, pas que du financier, mais des services, etc. Mais l'idée étant que ce que l'on a réussi à faire au niveau de la France en santé, on puisse le faire en prévoyance, c'est-à-dire laisser personne sur le carreau. Ça peut être possible avec donc des socles, comme Pascal le disait, un socle minimum et puis après renforcer en fonction de chacun de ses besoins ou ses possibilités. Et puis avec une saine concurrence entre intervenants pour y répondre, pour des offres effectivement qui soient au-delà des offres financières, des offres de services. C'est aussi une façon d'éviter la sélection. Ça, c'est un sujet qui a été abordé tout à fait au début, qui est préoccupant, la sélection des dossiers. Enfin, il y a des gens qui pourraient ne pas avoir accès du tout à la prévoyance. Ça, c'est uniquement l'assurance privée. Oui, non, mais justement, si on passe en mutuelle... Non, c'est justement, c'est une réponse pour l'éviter. Et c'était un risque important pour vous, cette sélectivité? Mais même dans l'assurance privée, on a réussi à éviter les mécanismes de sélection. Alors, évidemment, je pense au contrôle de la spécialiste qui est Catherine, sauf quand on crée un contrat. Quand on crée un contrat de prévoyance, pour qu'il soit évidemment un petit peu rentable, il faut effectivement prévoir peut-être un certain nombre d'exclusions au début. Mais après, l'état de santé ne doit pas entrer en ligne de compte par rapport à la prise en charge de ses besoins. Et je pense qu'on a réussi malgré tout dans l'assurance privée à le faire. Un très bon exemple, on est les conventions de branche. Dès le moment où effectivement où il y a un accord qui rend... Alors, en prévoyance, c'est pas tout à fait le cas, mais l'adhésion, j'allais dire, obligatoire, eh bien, à ce moment-là, il y a plus besoin de sélectionner, puisque la mutualisation est suffisamment large, et puis il n'y a pas de biais, finalement, au stade général. Donc, effectivement, on peut tout à fait éviter la sélection. Pour ça, il faut effectivement inciter, et plus qu'inciter, et rendre, effectivement, au moins le minimum de couverture obligatoire. Alors, on a abordé tout à l'heure l'aspect à la fois collectif et individuel de ces contrats, mais je voulais revenir dessus. Benoît, vous évoquiez, au cours d'une vie, maintenant, on est appelé à changer 10 fois de poste, de type de contrat, en tout cas. Comment est-ce qu'on peut être garanti, comment est-ce qu'on pourrait être garanti, quoi qu'il arrive, quel que soit son... C'est un peu le phénomène de la portabilité qui était évoqué tout à l'heure, qui va malheureusement probablement exploser avec la crise sociale qui arrive. Hein. Et d'ailleurs, je voudrais à cette occasion signaler qu'il y a un sujet particulier qui va apparaître, qui est celle et pour répondre à votre question, de la prévoyance sur les seniors. Parce que le problème, la portabilité, la portabilité, ça part du principe que vous allez retrouver un boulot dans moins d'un an, en fait, puisque vous allez être reprotégé derrière. Or, d'abord, on sait, en période de crise, on passe de 9 mois de recherche à 13 mois de recherche. Donc déjà, on va avoir un sujet pendant un mois. Les seniors, vous savez, 46% des seniors de plus de 60 ans ne retrouvent pas d'emploi. Votre capacité à retrouver un emploi est extrêmement faible. Donc là, on va avoir un véritable sujet, parce qu'évidemment, c'est malheureusement, statistiquement, les gens qui ont le plus besoin de prévoyance. Donc vous avez une espèce d'effet ciseau qui est redoutable. Donc ça, cette inquiétude-là, elle est extrêmement forte. Et là, pour le coup, je ne sais pas si c'est de la sélection, peut-être que c'est honteux ce que je veux dire, mais moi je ne suis pas un spécialiste comme les gens de ce plateau. C'est qu'il y a un moment où le niveau de risque, il est tellement quasiment avéré que le niveau de protection publique devrait être plus élevé. Et je pense à cette catégorie-là, particulièrement. Vous avez raison, on n'est jamais à l'abri d'un accident de la vie quand on a 20 ans. Mais en revanche, quand vous êtes senior, vous avez quand même un peu plus de chances d'avoir des ennuis, globalement. Or, ces gens-là, au bout d'un an, ils perdront leur portabilité. Qu'est-ce qui va se passer ?
Et donc, je trouve que ce sera intéressant aussi d'avoir une approche qui n'est pas une approche d'anti-solidarité, mais qui est une approche de prise en compte de la réalité. Sinon, on va faire des drames. Et j'ajoute un dernier point là-dessus, question des seniors, c'est que je trouve qu'on n'adresse pas sur ce sujet de la prévoyance, comme sur d'autres sujets, suffisamment cette question-là, puisqu'on ne peut pas faire d'un côté une législation sur les aidants, reconnaissant donc qu'une partie de la population aide la génération du dessus, et en même temps ne pas en tirer de conséquences sur le fait que ne pas protéger plus fortement les seniors n'a pas un effet sociétal en réalité. Et quand vous évoquiez les étudiants tout à l'heure, c'est pareil. Les étudiants, leurs propres parents financent. Donc quand un senior tombe au chômage, il touche 3 générations. La sienne, évidemment, celle du dessus, quelquefois, et celle du dessous, très certainement. Eh bien, le sujet de la protection, pour répondre à vos questions, c'est que, est-ce qu'il ne va pas falloir, à un moment, prendre des éléments de différenciation de la garantie publique parce que le niveau de risque, il est nettement plus avéré. Ça va à l'encontre d'un espèce de système. On a eu le même débat sur les retraites. Mais je crois que ça ne peut pas tenir longtemps, en fait, cette espèce de système d'égalisation. Parce qu'il y a un moment où ça ne se joue pas. Et la portabilité, sur ces populations-là, ou sur les populations faiblement diplômées, on sait que c'est elles qui vont payer d'abord le fait de perdre leur portabilité au bout d'un an. Quel est le relais que vont prendre à ce moment-là la solidarité nationale pour éviter que ces gens-là, ce soit une espèce de crise systémique pour eux? 1, ils perdent leur emploi, 2, ils sont mal protégés, 3, ils se soignent mal, font la partie santé, etc., etc. Et là, à la fin, ça vous coûte beaucoup plus cher, en fait, au budget public. Donc ça, c'est une vraie question, qui est aujourd'hui, de mon point de vue, de ce que j'en connais, mais peut-être que je me trompe, n'est pas suffisamment adressée. Et qui on pourrait se réveiller en 2022 ou 2023 avec une véritable gueule de bois sur ce sujet social et sociétal. Catherine Noack. Oui, je voulais ajouter que, aussi bien, on est assez optimiste sur la portabilité en prévoyance, c'est-à-dire que, vous évoquez tous les deux le coup d'après, c'est-à-dire que vous dites la portabilité actuelle, elle n'est pas suffisante, et moi j'ai envie d'insister sur le fait que je ne suis même pas sûre qu'on soit aujourd'hui, je suis même sûre du contraire, en capacité, en prévoyance, je ne sais pas en santé, de laisser un bon accès à ses droits. Je m'exprime, une fois qu'une personne est licenciée, pire, quand son entreprise fait faillite, c'est bien ce que l'on craint là pour les mois qui viennent, eh bien, l'information n'est pas toujours au bon niveau. Et le nouveau chômeur ne sait pas exactement ce qu'il faut qu'il fasse pour accéder à ses droits. Et donc là, nous, au niveau du groupe Vive, et spécialement Stéphane Junix s'est engagé personnellement pour qu'on se fasse déjà un effort dans les 12 mois qui viennent pour diffuser l'information, pour faciliter l'accès. Et aujourd'hui, je peux vous dire, dans les stats qu'on a, c'est que l'accès à la portabilité, elle est faible. Donc, Pascal, tu pensais, toi, mais oui, il y a beaucoup de personnes qui vont exercer ce droit. Encore faut-il qu'ils arrivent à l'exercer. Donc, il y a vraiment un engagement des assureurs. Normalement, l'information, elle repose sur l'employeur. Hein. Ce que l'employeur fait. Mais il peut être dans des difficultés. Que j'évoquais. Bien sûr. Puis il peut y avoir des difficultés. On perd la trace. Je veux dire, selon la qualité de la relation au moment où le salarié part, ou la situation aussi de l'entreprise. Si, par exemple, c'est en faillite, il y a bien d'autres choses à régler. Est-ce qu'on pourrait s'affranchir de l'employeur ? Et quand je dis ça, je pense au compte individuel de formation qui a été mis en place. Est-ce qu'on pourrait avoir un équivalent prévoyance Ça serait... Je pense que d'ailleurs, il y a les partenaires sociaux. Ça vraiment le travail. Hein, on travaille ça après. Oui, il y a une baisse de volonté de créer, en fait, des droits qui s'attachent à la personne et pas à son statut. Et je pense que c'est la bonne solution. Encore faut-il que les gens, dans ce cas-là, la conséquence, ce serait que les gens aient la liberté d'exercer leurs droits ou pas. Et là, on tombe sur une espèce d'incohérence du système. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté de partenaires sociaux, et partenaires sociaux, employeurs comme salariés, d'aller vers ce type de choses. Ça pose quand même une question dans un pays aussi solidaire que la France, de développer des systèmes qui reconnaissent les droits individuels, parce qu'il y a un moment où le secteur privé va dire « mais moi je peux vous abonder vos droits individuels, et donc vous allez recréer de l'inégalité ». Bon, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a une tendance à faire ça, bien sûr. Alors nous arrivons presque au terme de cette table ronde. Je voudrais peut-être en conclusion que
vous demander de revenir chacun sur votre message fort. Voilà, s'il y avait une chose à retenir de cette table ronde, Serge Brichet, qu'est-ce que vous mettriez en avant ? Si on reste sur le sujet de la prévoyance, moi je dirais d'abord que le maître mot, c'est, et on l'a tous dit, et les intervenants précédents, la mutualisation des risques. Ça me paraît être essentiel. Après, c'est une prise en charge globale. On voit bien que pour régler les problématiques de dépendance, il faut aussi prendre très tôt, développer en amont des politiques de prévention, développer aussi des structures d'accueil adaptées. Donc c'est une problématique aussi de ressources humaines, la prévention en matière d'alimentation, en matière de logement, etc. Donc globalité de la prise en charge. Et puis moi je rebondis sur ce que vient de dire Benoît. Moi je pense qu'il faut vraiment que notre société réfléchisse à attacher les droits à la personne et non pas à un statut. Ça pose évidemment l'éternelle question du financement. Et à mon avis, je suis un tout petit spécialiste de l'impôt. L'impôt est une réponse. Pascal, votre... Oui, alors juste pour rebondir, effectivement, on est peut-être à un moment de point de bascule, mais je pense que pour l'aborder de manière positive, il faut se rendre compte qu'on sort d'un système où on a eu des constructions qui, historiquement, s'étaient faites à travers le statut professionnel. Et maintenant, si on veut basculer sur l'universalisme, eh bien, il ne faut pas non plus balayer l'histoire, vous voyez. Donc, on est dans une phase de transition, il faut en tenir compte. La deuxième chose, c'est que pour moi, la protection sociale, c'est quoi ? Et c'est pour ça que j'exerce mon métier d'avocat dans ce domaine, c'est que c'est une promesse qui est faite, en réalité. C'est une promesse qui est faite à toute personne que si elle cotise, eh bien, en contrepartie, le jour où elle aura un accident de la vie, elle sera prise en charge. Et cette promesse, quand on est une promesse qui est faite par l'État, c'est les régimes de sécurité sociale. Quand on est dans le domaine privé, c'est fait par l'assurance. Donc, on revient à la question de la confiance. Et cette promesse, elle mérite de grands débats. Et moi, j'attends vraiment qu'aujourd'hui, on ait des grands débats publics là-dessus, et notamment qu'on fixe la question de c'est quoi le coût, à quel âge de la vie, et comment on le finance. D'accord ? Pour moi, c'est vraiment la voie d'avenir, c'est que ces sujets-là deviennent des grands débats publics. On les a eus sur les retraites, on devrait l'avoir sur la prévoyance. Voilà. Benoît Serres, s'il ne fallait retenir qu'une chose. C'est que toute crise provoque des prises de conscience. Et que ce qu'on a vécu là va laisser des traces, parce que au-delà de ce qui avait été évoqué sur l'individualisation, ou la prise en compte de l'individu et non pas du statut, est renforcée par cette crise. Jamais la dimension humaine n'a été aussi importante dans le fonctionnement de la société aujourd'hui, en fait, et des sociétés au sens entreprise. Donc, un débat, oui. Alors, le financement par l'impôt, oui, mais dans ce cas-là, il va falloir reconsidérer le truc, parce qu'il y a un moment où le caractère insupportable de la pression fiscale globale, c'est un phénomène de choix, en fait. Et je reste convaincu quand même que... Vous savez, j'ai lu, pour préparer ce débat, une citation de Lamennais. Vous savez ce que je veux dire ? Oui. Vous la connaissez bien, cette citation. Il explique que on gère le passé par l'oubli, mais on ne peut pas gérer l'avenir sans la prévoyance. Et donc, globalement. Comme quoi, c'est un vieux sujet, cette question-là. Donc, c'est une affaire de choix d'affectation. Donc, le traiter par l'impôt, oui. Ben alors, on prend où ? On prend où ? Oui. C'est ça le sujet, parce qu'il y a un moment où le système de pression devient pas acceptable, et donc les gens font des choix. Parce que de toute façon, comme l'impôt prend tout, eh ben, je vais finalement moins bien me protéger, je vais moins bien faire ceci ou moins bien faire cela. Donc je ne dis pas, mais c'est pour ça que ça mérite le grand débat que vous apportez, peut-être conçu avec un peu plus d'intelligence que celui des retraites, si je peux me permettre ce petit commentaire personnel. Et puis une garantie dépendance dans les contrats frais de santé des étudiants. Voilà. Ça, je pense que ça sera une bonne chose. Catherine, ce que vous voulez retenir ? Moi, je voulais terminer en disant qu'en fait, ce débat-là qu'on a eu, qui était très intéressant et très riche, il va se poursuivre à travers justement l'Observatoire de l'imprévoyance, parce que c'est exactement le même but que l'on a au niveau dans le groupe Vive. C'est en fait de continuer ce travail de sensibilisation, de faire prendre conscience aussi bien aux acteurs institutionnels, alors ça peut être les partenaires sociaux, ça peut être les pouvoirs publics, ça peut être les acteurs économiques en général, mais aussi chacun d'entre nous, pour que concrètement, au niveau macro, comme on l'a vu ce matin, ou au niveau micro, on prenne conscience, toujours sans dramatiser, mais qu'on prenne conscience de tous les impacts de ce manque de prévoyance. Et puis moi, ma petite citation, ça serait de dire... je souhaiterais que le meilleur de la vie se passe pas à dire « Non, c'est beaucoup trop tôt ». Et puis, non, c'est trop tard. Voilà, donc pour éviter ça, la prévoyance. Écoutez, merci beaucoup à tous les quatre. Et donc, rendez-vous à tous sur la page LinkedIn pour poursuivre le débat. Très bien. Merci beaucoup, Cécile. Merci.